à toutes et à tous, moi c'est Gabriel. Et moi, Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez brûlant, le logement des familles en Île-de-France. Ça devient mission impossible. C'est un peu ça, oui. Les sources qu'on a analysées montrent un vrai paradoxe, une région super dynamique économiquement, mais qui a du mal à loger ceux qui la sont vivre. Surtout les familles, en fait. Il y a comme un décalage. Oui, un décalage. Le premier constat qui ressort, c'est assez sombre. L'idée du pavillon, le petit jardin. Le rêve classique. Voilà. Pour une famille de classe moyenne, ça semble de plus en plus inaccessible. Acheter près du boulot, c'est même pas la peine d'y penser, souvent. Et même la grande couronne, ça devient compliqué. Certains parlent de faillite systémique. C'est fort comme terme. Carrément, et les chiffres, ils sont parlants. Le taux de proprio ici, c'est quoi, 47%? C'est ça, 47%, alors que c'est presque 58% en France. Et surtout, l'écart de niveau de vie entre proprio et locataire du privé, Ah oui. il est énorme. Plus de 33% de plus pour les propriétaires. Ça montre bien que la propriété devient un peu un marqueur de... De richesse. Oui, et souvent de richesse héritée. Ça remet en cause l'idée qu'on peut monter l'échelle sociale grâce à la pierre. Et alors, les prix? Bon, là, c'est le cœur du problème, j'imagine. Paris, on dépasse les 9 500 € le mètre carré. Oui, et même une maison en grande couronne, on est autour de 300 000 €. Ce qui veut dire qu'il faut gagner combien? Les sources parlent de revenus nécessaires qui sont déconnectés de la réalité, non? Complètement. Pour acheter, il faudrait souvent plus de 5 500 € net par mois pour un couple, voire 8 000 € en petite couronne pour un appart. Alors que le salaire médian d'un couple, c'est plutôt 4 500 €. Exactement. Donc, pas étonnant qu'un tiers des primo-accédants ait eu besoin d'un coup de pouce familial, héritage ou donation. D'accord. Et ça bloque tout le marché, en fait. Bah oui, les transactions ont chuté, moins de 35% pour les appartements, moins de 39% pour les maisons en 2 ans, c'est énorme. Faute d'acheteurs qui peuvent suivre. Voilà. Et il n'y a pas que le prix, il y a aussi le manque de place. La suroccupation est 4 fois plus forte qu'en province. Et la taille moyenne pour un locataire du privé, c'est petit, 51 mètres carrés. Pour une famille, c'est juste pas possible souvent. Ce qui est frappant aussi dans les analyses, c'est l'impression que les politiques publiques se contredisent un peu. Le Grand Paris Express, par exemple. Ah oui, le GPE. Super projet de transport, mais l'effet immédiat, c'est plus 25% sur les prix près des futures gares. Avant même qu'elles ouvrent. C'est ça. Donc, un investissement public massif qui, au final, Accélère la gentrification. c'est un peu le paradoxe, oui. Et en parallèle, on a la ZAN, zéro artificialisation nette. L'objectif écolo, Stopper l'étalement urbain d'ici 2050. C'est louable. bien sûr. Mais concrètement, ça veut dire beaucoup moins de possibilités de construire sur des nouveaux terrains. Un jardin, hop, c'est artificialisé. Donc, ça sonne un peu la fin du modèle pavillonnaire? En tout cas, du modèle extensif, oui. Et là, on voit bien l'effet ciseau dont parlent les sources. C'est-à-dire? Mais le GP fait monter la valeur des terrains qui existent et où on peut construire, D'accord. pendant que la ZAN empêche d'en créer de nouveaux en périphérie. Donc les familles sont coincées. Voilà, prise en étau. Et on ajoute à ça la crise des maires, moins de permis de construire, historiquement bas, Pourquoi ça? la complexité de la ZAN, la peur des réactions locales face à la densité. Certains parlent de malthusianisme politique. Bref, ça bloque toute la chaîne. Les sources citent Bussy-Saint-Georges. Ville nouvelle, pensée pour les familles. Oui, un cas d'école intéressant. L'écoquartier récent montre ces tensions. Des promesses vertes, mais des critiques sur la densité, l'architecture. Densification nécessaire, mais pas toujours bien vécue, quoi. C'est ça. Alors, comment on sort de là? Le plan régional actuel, le SDRIFE, il essaye de faire le grand écart. 70 000 logements par an et respecter la ZAN. La quadrature du cercle. Un peu. Ça risque de favoriser les petits logements, pas forcément adaptés aux familles. Mais il y a quand même des pistes, non? Le bail réel solidaire, le BRS. Ça revient souvent dans les discussions. Ah oui, le BRS, c'est une solution intéressante. L'idée, c'est de séparer le prix des murs et le prix du terrain. Comment ça marche? En gros, on achète le logement, mais le terrain reste la propriété d'un organisme foncier solidaire, une structure à but non lucratif. On paye une petite redevance pour le terrain. Et l'avantage, c'est que ça fait baisser le prix d'achat. Exactement, de 30 à 50% selon les cas, en moyenne 35% en Île-de-France d'après les chiffres. Ah oui, quand même. Du coup, ça rend l'achat possible pour des revenus plus normaux. Autour de 430 € par mois, là où il faudrait plus de 5 500 € sinon. C'est l'idée. Il y a déjà plus de 3600 logements engagés ou livrés comme ça. C'est pas énorme à l'échelle des besoins, mais c'est une piste. D'accord. On mentionne aussi le co-living familial, vite fait. Oui, et des formes d'habitat partagé pour mutualiser les coûts et créer du lien. C'est encore émergent. Mais bon, si rien ne change vraiment d'ici 2030, le scénario au fil de l'eau, il fait un peu peur, non?
Oui, les analyses sont assez claires là-dessus. Si on continue comme ça, avec GP plus ZAN plus production bloquée, on risque d'accentuer l'exode des classes moyennes. Et une région encore plus polarisée socialement. C'est ça, une sorte de bombe à retardement. Donc, pour résumer, ce qui ressort, c'est un double échec. Celui du marché et celui de politique publique qui ne semblent pas cohérentes entre elles. Oui, la crise est vraiment systémique. Et au-delà des outils comme le BRS, qui sont importants mais qui ne régleront pas tout, Hmm. ça pose une question plus profonde, je trouve, qui est un peu en filigrane dans tout ça. Est-ce qu'on est prêt collectivement à revoir notre idée du logement idéal en Île-de-France? Et à faire des choix. Oui, à arbitrer entre protéger l'environnement, ce qui est crucial, et le besoin tout aussi vital d'espace et d'un logement abordable pour les familles qui vivent et travaillent ici. C'est ça le vrai défi. Une question essentielle pour l'avenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette exploration. Merci à vous. On espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. À bientôt sur Confluence.